Je vais donc lire quelques extraits de La Chambre claire. Note sur la photographie. Voilà. Un jour, il y a bien longtemps, je tombais sur une photographie du dernier frère de Napoléon, Jérôme, 1852. Je me dis alors, avec un étonnement que depuis je n'ai jamais pu réduire, je vois les yeux qui ont vu l'empereur. Je parlais parfois de cet étonnement, mais comme personne ne semblait le partager, ni même le comprendre, la vie est ainsi faite à coups de petites solitudes, je l'oubliais. Mon intérêt pour la photographie prit un tour plus culturel. Je décrétai que j'aimais la photo contre le cinéma, dont je n'arrivais pas cependant à la séparer. Cette question insistait. J'étais saisi à l'égard de la photographie d'un désir ontologique. Je voulais à tout prix savoir ce qu'elle était en soi. Par quel trait essentiel elle se distinguait de la communauté des images. Un tel désir voulait dire qu'au fond, en dehors des évidences venues de la technique et de l'usage, et en dépit de sa formidable expansion contemporaine, je n'étais pas sûr que la photographie existât, qu'elle disposât d'un génie propre. Qui pouvait me guider? Dès le premier pas, celui du classement, il faut bien classer, échantillonner si l'on veut constituer un corpus, la photographie se dérobe. Les répartitions auxquelles on la soumet sont en effet ou bien empiriques, professionnels, amateurs, ou bien rhétoriques, paysage, objet, portrait, nu, ou bien esthétiques, réalisme, pictorialisme, de toute manière extérieure à l'objet, sans rapport avec son essence, qui ne peut être, si elle existe, que le nouveau dont elle a été l'avènement. Car ces classifications pourraient très bien s'appliquer à d'autres formes anciennes de représentation. On dirait que la photographie est inclassable. Je me demandais alors à quoi pouvait tenir ce désordre. Je trouvais d'abord ceci. Ce que la photographie reproduit à l'infini n'a eu lieu qu'une fois. Elle répète mécaniquement ce qui ne pourra jamais plus se répéter existentiellement. En elle, l'événement ne se dépasse jamais vers autre chose. Elle ramène toujours le corpus dont j'ai besoin au corps que je vois. Elle est le particulier absolu, la contingence souveraine, mat et comme bête, le telle photo et non la photo. Bref, la tucher, l'occasion, la rencontre, le réel, dans son expression infatigable. Pour désigner la réalité, le bouddhisme dit sunya, le vide. Mais encore mieux, tatata, le fait d'être tel, d'être ainsi, d'être cela. Tat veut dire en sanskrit cela, et ferait penser au geste du petit enfant qui désigne quelque chose du doigt et dit ta, da, sa. Une photographie se trouve toujours au bout de ce geste. Elle dit ça, c'est elle, mais ne dit rien d'autre. Une photo ne peut être transformée, dite philosophiquement. Elle est tout entière lestée de la contingence dont elle est l'enveloppe transparente et légère. Montrez vos photos à quelqu'un, il sortira aussitôt les siennes. Voyez, ici c'est mon frère, là c'est moi enfant, etc. La photographie n'est jamais qu'un champ alterné de voyez, vois, voici. Elle pointe du doigt un certain vis-à-vis et ne peut sortir de ce pur langage déictique. C'est pourquoi, autant il est licite de parler d'une photo, autant il me paraissait improbable de parler de la photographie. Telle photo, en effet, ne se distingue jamais de son référent, de ce qu'elle représente. Ou du moins, elle ne s'en distingue pas tout de suite, ou pour tout le monde. Ce que fait n'importe quelle autre image, encombrée d'élabore et par statut de la façon dont l'objet est simulé. Percevoir le signifiant photographique n'est pas impossible, des professionnels le font, mais cela demande un acte second de savoir ou de réflexion. Par nature, la photographie, il faut par commodité accepter cet universel qui ne renvoie pour le moment qu'à la répétition inlassable de la contingence, a quelque chose de tautologique. Une pipe y est toujours une pipe, intraitablement. On dirait que la photographie emporte toujours son référent avec elle. Tous deux frappés de la même immobilité amoureuse ou funèbre, au sein du même monde en mouvement.
Ils sont collés l'un à l'autre, membre par membre, comme le condamné enchaîné à un cadavre dans certains supplices, ou encore semblables à ces couples de poissons, les requins, je crois, au dire de Michelet, qui naviguent de conserve comme unis par un coït éternel. La photographie appartient à cette classe d'objets feuilletés dont on ne peut séparer les deux feuillets sans les détruire. La vitre et le paysage, et pourquoi pas le bien et le mal, le désir et son objet. Dualité que l'on peut concevoir, mais non percevoir. Je ne savais pas encore que de cet entêtement du référent à être toujours là allait surgir l'essence que je recherchais. Cette fatalité, pas de photo sans quelque chose ou quelqu'un, entraîne la photographie dans le désordre immense des objets, de tous les objets du monde. Pourquoi choisir, photographier, tel objet, tel instant, plutôt que tel autre? La photographie est inclassable parce qu'il n'y a aucune raison de marquer telle ou telle de ces occurrences. Elle voudrait bien peut-être se faire aussi grosse, aussi sûre, aussi noble qu'un signe, ce qui lui permettrait d'accéder à la dignité d'une langue. Mais pour qu'il y ait signe, il faut qu'il y ait marque. Privées d'un principe de marquage, les photos sont des signes qui ne prennent pas bien, qui tournent comme du lait. Quoi qu'elle donne à voir et quelle que soit sa manière, une photo est toujours invisible. Ce n'est pas elle qu'on voit. Je décidai alors de prendre pour guide de ma nouvelle analyse l'attrait que j'éprouvais pour certaines photos, car de cet attrait, au moins, j'étais sûr. Comment l'appeler? De la fascination? Non. Telle photographie que je distingue et que j'aime n'a rien du point brillant qui se balance devant les yeux et fait dodeliner la tête. Ce qu'elle produit en moi est le contraire même de l'hébétude. Plutôt une agitation intérieure, une fête, un travail aussi, la pression de l'indicible qui veut se dire. Alors, de l'intérêt? Cela est court. Je n'ai pas besoin d'interroger mon émoi pour énumérer les différentes raisons qu'on a de s'intéresser à une photo. On peut soit désirer l'objet, le paysage, le corps qu'elle représente, soit aimer ou avoir aimé l'être qu'elle nous donne à reconnaître, soit s'étonner de ce qu'on voit, soit admirer ou discuter la performance du photographe, etc. Mais ces intérêts sont lâches, hétérogènes. Telle photo peut satisfaire l'un d'eux et m'intéresser faiblement. Et si tel autre m'intéresse fortement, je voudrais bien savoir ce qui, dans cette photo, fait tilt en moi. Aussi, il me semblait que le mot le plus juste pour désigner provisoirement l'attrait que certaines photos exercent sur moi, c'était celui d'aventure. Telle photo m'advient, telle autre non. Le principe d'aventure me permet de faire exister la photographie. Inversement, sans aventure, pas de photo. Je cite Sartre, les photos d'un journal peuvent très bien ne rien me dire, c'est-à-dire que je les regarde sans faire de position d'existence. Alors les personnes dont je vois la photographie sont bien atteintes à travers cette photographie, mais sans position existentielle. Tout juste comme le chevalier et la mort, qui sont atteints à travers la gravure de Dürer, mais sans que je les pose. On peut d'ailleurs trouver des cas où la photographie me laisse dans un tel état d'indifférence que je n'effectue même pas la mise en image. La photographie est vaguement constituée en objet, et les personnages qui y figurent sont bien constitués en personnages, mais seulement à cause de leur ressemblance avec des êtres humains, sans intentionnalité particulière. Ils flottent entre le rivage de la perception, celui du signe et celui de l'image, sans aborder jamais aucun d'eux. Dans ce désert morose, telle photo, tout d'un coup, m'arrive. Elle m'anime et je l'anime. C'est donc ainsi que je dois nommer l'attrait qui l'a fait exister. Une animation. La photo elle-même n'est en rien animée, je ne crois pas aux photos vivantes, mais elle m'anime. C'est ce que fait toute aventure. Je feuilletais une revue illustrée. Une photo m'arrêta. Rien de bien extraordinaire. La banalité photographique d'une insurrection au Nicaragua. Rue en ruine, 2 soldats casqués patrouillent. Au second plan passent 2 bonnes sœurs. Cette photo me plaisait, m'intéressait, m'intriguait, pas même. Simplement, elle existait pour moi. Je compris très vite que son existence, son aventure,
tenait à la coprésence de deux éléments discontinus, hétérogènes en ce qu'ils n'appartenaient pas au même monde. Pas besoin d'aller jusqu'au contraste. Les soldats et les bonnes sœurs. Je pressentis une règle structurale à la mesure de mon propre regard, et j'essayai tout de suite de la vérifier en inspectant d'autres photos du même reporter, le Hollandais Cohen-Fessing. Beaucoup de ces photos me retenaient parce qu'elles comportaient cette sorte de dualité que je venais de repérer. Ici, une mère et une fille déplorent à grands cris l'arrestation du père. Baudelaire, la vérité emphatique du geste dans les grandes circonstances de la vie. Et cela se passe en pleine campagne. D'où ont-elles pu apprendre la nouvelle? Pour qui ces gestes? Là, sur une chaussée défoncée, un cadavre d'enfant sous un drap blanc. Les parents, les amis le contournent, désolés. Scène, hélas, banale, mais je remarquai des disturbances. Le pied déchaussé du cadavre. Le linge porté en pleurant par la mère. Pourquoi ce linge? Une femme au loin, une amie sans doute, tenant un mouchoir à son nez. Là encore, dans un appartement bombardé, les grands yeux de deux gosses, la chemise de l'un relevée sur son petit ventre, l'excès de ses yeux trouble la scène. Là, enfin, adossés à un mur de maison, 3 sandinistes, au bas du visage couvert d'un chiffon. Puanteur, clandestinité. Je suis innocent, je ne connais pas les réalités de la guérilla. L'un tient un fusil au repos sur sa cuisse. Je vois ses ongles. Mais l'autre main s'ouvre et se tend, comme s'il expliquait et démontrait quelque chose. Ma règle fonctionnait d'autant mieux que d'autres photos du même reportage m'arrêtaient moins. Elles étaient belles, disaient bien la dignité et l'horreur de l'insurrection, mais elles ne comportaient à mes yeux aucune marque. Leur homogénéité restait culturelle. C'étaient des scènes, un peu à la Greuze, s'il n'y avait pas eu l'âpreté du sujet. Ma règle était suffisamment plausible pour que j'essaie de nommer, j'en aurais besoin, ces deux éléments, dont la coprésence fondait, semblait-il, la sorte d'intérêt particulier que j'avais pour ces photos. Le premier, visiblement, est une étendue. Il a l'extension d'un champ, que je perçois assez familièrement en fonction de mon savoir, de ma culture. Ce champ peut être plus ou moins stylisé, plus ou moins réussi, selon l'art ou la chance du photographe. Mais il renvoie toujours à une information classique, l'insurrection, le Nicaragua et tous les signes de l'une et de l'autre. Des combattants pauvres en civil, des rues en ruine, des morts, des douleurs, le soleil et les lourds yeux indiens. Des milliers de photos sont faites de ce champ. Et pour ces photos, je puis certes éprouver une sorte d'intérêt général, parfois ému, mais dont l'émotion passe par le relais raisonnable d'une culture morale et politique. Ce que j'éprouve pour ces photos relève d'un affect moyen, presque d'un dressage. Je ne voyais pas en français de mot qui exprimât simplement cette sorte d'intérêt humain. Mais en latin, ce mot, je crois, existe. C'est le studium, qui ne veut pas dire, du moins pas tout de suite, l'étude, mais l'application à une chose, le goût pour quelqu'un, une sorte d'investissement général, empressé, certes, mais sans acuité particulière. C'est par le studium que je m'intéresse à beaucoup de photographies. Soit que je les reçoive comme des témoignages politiques, soit que je les goûte comme de bons tableaux historiques. Car c'est culturellement, cette connotation est présente dans le studium, que je participe aux figures, aux mines, aux gestes, aux décors, aux actions. Le second élément vient casser ou scander le studium. Cette fois, ce n'est pas moi qui vais le chercher, comme j'investis de ma conscience souveraine le champ du studium. C'est lui qui part de la scène comme une flèche et vient me percer. Un mot existe en latin pour désigner cette blessure, cette piqûre, cette marque faite par un instrument pointu. Ce mot m'irait d'autant mieux qu'il renvoie aussi à l'idée de ponctuation et que les photos dont je parle sont en effet comme ponctuées, parfois même mouchetées, de ces points sensibles. Précisément, ces marques, ces blessures, sont des points. Ce second élément qui vient déranger le studium, je l'appellerai donc punctum. Car punctum, c'est aussi piqûre, petit trou, petite tache, petite coupure, et aussi coup de dé. Le punctum d'une photo, c'est ce hasard qui, en elle, me point, mais aussi me meurtrit, me poigne.
Le premier homme qui a vu la première photo, si l'on accepte Niepce qui l'avait faite, a dû croire que c'était une peinture. Même cadre, même perspective. La photographie a été, est encore, tourmentée par le fantôme de la peinture. Mapplethorpe représente une branche d'iris comme aurait pu le faire un peintre oriental. Elle en a fait, à travers ses copies et ses contestations, la référence absolue, paternelle, comme si elle était née du tableau. C'est vrai techniquement, mais seulement en partie, car la camera obscura des peintres n'est que l'une des causes de la photographie. L'essentiel, peut-être, fut la découverte chimique. Rien ne distingue, eidétiquement, à ce point de ma recherche, une photographie, si réaliste soit-elle, d'une peinture. Le pictorialisme n'est qu'une exagération de ce que la photo pense d'elle-même. Ce n'est pourtant pas, me semble-t-il, par la peinture que la photographie touche à l'art. C'est par le théâtre. À l'origine de la photo, on place toujours Niepce et Daguerre, comme si le second a quelque peu usurpé la place du premier. Or, Daguerre, lorsqu'il s'est emparé de l'invention de Niepce, exploitait place du Château à la République un théâtre de panorama animé par des mouvements et des jeux de lumière. La camera obscura, en somme, a donné à la fois le tableau perspectif, la photographie et le diorama, qui sont tous les trois des arts de la scène. Mais si la photo me paraît plus proche du théâtre, c'est à travers un relais singulier, peut-être suis-je le seul à le voir. La mort. On connaît le rapport originel du théâtre et du culte des morts. Les premiers acteurs se détachaient de la communauté en jouant le rôle des morts. Se grimer, c'était se désigner comme un corps à la fois vivant et mort. Buste blanchi du théâtre totémique, homme au visage peint du théâtre chinois, maquillage à base de pâte de riz du katakali indien, masque du no japonais. Or, c'est ce même rapport que je trouve dans la photo. Si vivante qu'on s'efforce de la concevoir, et cette rage à faire vivant ne peut être que la dénégation mythique d'un malaise de mort, la photo est comme un théâtre primitif, comme un tableau vivant, la figuration de la face immobile et fardée sous laquelle nous voyons les morts. Très souvent, le punctum est un détail, c'est-à-dire un objet partiel. Aussi, donner des exemples de punctum, c'est d'une certaine façon me livrer. Voici une famille noire américaine photographiée en 1926 par James Van Der Zee. Le studium est clair. Je m'intéresse avec sympathie, en bon sujet culturel, à ce que dit la photo, car elle parle. C'est une bonne photo. Elle dit la respectabilité, le familialisme, le conformisme, l'endimanchement, un effort de promotion sociale pour se parer des attributs du blanc, effort touchant tant il est naïf. Le spectacle m'intéresse, mais il ne me pointe pas. Ce qui me pointe, chose curieuse à dire, c'est la large ceinture de la sœur ou de la fille, aux négresses nourricières, ses bras croisés derrière le dos à la façon d'une écolière, et surtout, ses souliers à brides. Pourquoi un démodé aussi daté me touche-t-il? Je veux dire, à quelle date me renvoie-t-il? Ce punctum-là remue en moi une grande bienveillance, presque un attendrissement. Cependant, le punctum ne fait pas exception de morale ou de bon goût. Le punctum peut être mal élevé. William Klein a photographié les gosses d'un quartier italien de New York en 1954. C'est touchant, amusant, mais ce que je vois avec obstination, ce sont les mauvaises dents du petit garçon. Kertész, en 1926, a fait un portrait de Tzara jeune, avec un monocle. Mais ce que je remarque par ce supplément de vue qui est comme le don, la grâce du punctum, c'est la main de Tzara posée sur le chambranle de la porte. Grande main, aux ongles peu nets. Si fulgurant qu'il soit, le punctum a, plus ou moins virtuellement, une force d'expansion. Cette force est souvent métonymique. Il y a une photographie de Kertész qui représente un violonneux tzigane aveugle conduit par un gosse. Or, ce que je vois par cet œil qui pense et me fait ajouter quelque chose à la photo, c'est la chaussée en terre battue. Le grain de cette chaussée terreuse
me donne la certitude d'être en Europe centrale. Je perçois le référent. Ici, la photographie se dépasse vraiment elle-même. N'est-ce pas la seule preuve de son art? S'annuler comme médium, n'être plus un signe, mais la chose même. Je reconnais de tout mon corps les bourgades que j'ai traversées lors d'anciens voyages en Hongrie ou en Roumanie. Il y a une autre expansion du punctum, moins proustienne. Lorsque, paradoxe, tout en restant un détail, il emplit toute la photographie. Duane Michals a photographié Andy Warhol, portrait provoquant puisque Andy Warhol se cache le visage de ses deux mains. Je n'ai aucune envie de commenter intellectuellement ce jeu de cache. Cela, c'est du studium. Car pour moi, Andy Warhol ne cache rien. Il me donne à lire ouvertement ses mains. Et le punctum, ce n'est pas le geste, c'est la matière un peu repoussante de ses ongles spatulés, à la fois mous et cernés. Cheminant ainsi de photo en photo, à vrai dire toute publique jusqu'à présent, j'avais peut-être appris comment marchait mon désir, mais je n'avais pas découvert la nature, l'eidos de la photographie. Il me fallait convenir que mon plaisir était un médiateur imparfait et qu'une subjectivité réduite à son projet hédoniste ne pouvait reconnaître l'universel. Je devais descendre davantage en moi-même pour trouver l'évidence de la photographie. Cette chose qui est vue par quiconque regarde une photo et qui la distingue à ses yeux de toute autre image. Je devais faire ma palinodie. Donc nous entrons dans la deuxième partie et dernière du livre. Or, un soir de novembre, peu de temps après la mort de ma mère, je rangeais des photos. Je n'espérais pas la retrouver. Je n'attendais rien de ces photographies d'un être devant lesquelles on se le rappelle moins bien qu'en se contentant de penser à lui, Proust. Je savais bien que, par cette fatalité qui est l'un des traits les plus atroces du deuil, j'aurais beau consulter des images, je ne pourrais jamais plus me rappeler ces traits, les appeler tout entiers à moi. Non, je voulais, selon le vœu de Valérie à la mort de sa mère, écrire un petit recueil sur elle, pour moi seul. Peut-être l'écrirai-je un jour, afin qu'imprimer sa mémoire. Peut-être l'écrirai-je un jour, afin qu'imprimer sa mémoire dure au moins le temps de ma propre notoriété. De plus, ces photos, si l'on accepte celles que j'avais publiées, où l'on voit ma mère jeune marcher sur une plage des Landes et où je retrouvais sa démarche, sa santé, son rayonnement, mais non son visage, trop lointain, ces photos que j'avais d'elle, je ne pouvais même pas dire que je les aimais. Je ne me mettais pas à les contempler, je ne m'abîmais pas en elles. Je les égrenais, mais aucune ne me paraissait vraiment bonne, ni performance photographique, ni résurrection vive du visage aimé. Si je venais un jour à les montrer à des amis, je pouvais douter qu'elles leur parlent. Et voici que commençait à naître la question essentielle. Est-ce que je la reconnaissais? Au gré de ces photos, parfois je reconnaissais une région de son visage, tel rapport du nez et du front, le mouvement de ses bras, de ses mains. Je ne la reconnaissais jamais que par morceaux, c'est-à-dire que je manquais son être, et que donc je la manquais toute. Ce n'était pas elle, et pourtant ce n'était personne d'autre. Je l'aurais reconnue parmi des milliers d'autres femmes, et pourtant je ne la retrouvais pas. Je la reconnaissais différentiellement, non essentiellement. La photographie m'obligeait ainsi à un travail douloureux. Tendu vers l'essence de son identité, je me débattais au milieu d'images partiellement vraies et donc totalement fausses. Dire devant telle photo « c'est presque elle » m'était plus déchirant que de dire devant telle autre « ce n'est pas du tout elle ». Le presque, régime atroce de l'amour
mais aussi statut décevant du rêve, ce pourquoi je hais les rêves. Car je rêve souvent d'elle, je ne rêve que d'elle. Mais ce n'est jamais tout à fait elle. Elle a parfois, dans le rêve, quelque chose d'un peu déplacé, d'excessif. Par exemple, enjoué ou désinvolte, ce qu'elle n'était jamais. Ou encore, je sais que c'est elle, mais je ne vois pas ses traits. Mais voit-on en rêve? Ou sait-on? Je rêve d'elle, je ne la rêve pas. Et devant la photo, comme dans le rêve, c'est le même effort, le même travail sisyphéen. Remonter, tendu, vers l'essence, redescendre sans l'avoir contemplée, et recommencer. Pourtant, il y avait toujours dans ces photos de ma mère une place réservée, préservée, la clarté de ses yeux. Ce n'était pour le moment qu'une luminosité toute physique, la trace photographique d'une couleur, le bleu-vert de ses prunelles. Mais cette lumière était déjà une sorte de médiation qui me conduisait vers une identité essentielle, le génie du visage aimé. Et puis, si imparfaites fussent-elles, chacune de ces photos manifestait le sentiment juste qu'elle avait dû éprouver chaque fois qu'elle s'était laissée photographier. Ma mère se prêtait à la photographie, craignant que le refus ne se tournât en attitude. Elle réussissait cette épreuve de se placer devant l'objectif, acte inévitable, avec discrétion, mais sans rien du théâtre contracté de l'humilité ou de la bouderie, car elle savait toujours substituer à une valeur morale une valeur supérieure, une valeur civile. Elle ne se débattait pas avec son image comme je le fais avec la mienne. Elle ne se supposait pas. J'allais ainsi, seul dans l'appartement où elle venait de mourir, regardant sous la lampe, une à une, ces photos de ma mère, remontant peu à peu le temps avec elle, cherchant la vérité du visage que j'avais aimé. Et je la découvris. La photographie était très ancienne. Cartonnée, les coins mâchés, d'un sépia pâli, elle montrait à peine 2 jeunes enfants debout, formant groupe, au bout d'un petit pont de bois dans un jardin d'hiver au plafond vitré. Ma mère avait alors 5 ans, 1898. Son frère en avait 7. Lui appuyait son dos à la balustrade du pont, sur laquelle il avait étendu son bras. Elle, plus loin, plus petite, se tenait de face. On sentait que le photographe lui avait dit « Avance un peu qu'on te voie ». Elle avait joint ses mains, l'une tenant l'autre par un doigt, comme font souvent les enfants, d'un geste maladroit. Le frère et la sœur, unis entre eux, je le savais par la désunion des parents qui devaient divorcer peu de temps après, avaient posé côte à côte, seuls, dans la trouée des feuillages et des palmes de la serre. C'était la maison où ma mère était née, à Chenevières-sur-Marne. J'observais la petite fille et je retrouvais enfin ma mère. La clarté de son visage, la pose naïve de ses mains, la place qu'elle avait occupée docilement sans se montrer ni se cacher, son expression enfin qui la distinguait comme le bien du mal, de la petite fille hystérique, de la poupée minaudante qui joue aux adultes, tout cela formait la figure d'une innocence souveraine, si l'on veut bien prendre ce mot selon son étymologie, qui est « je ne sais pas nuire ». Tout cela avait transformé la pose photographique dans ce paradoxe intenable et que toute sa vie elle avait tenu, l'affirmation d'une douceur. Sur cette image de petite fille, je voyais la bonté qui avait formé son être tout de suite et pour toujours, sans qu'elle l'atteint de personne. Comment cette bonté a-t-elle pu sortir de parents imparfaits qui l'aimèrent mal, bref, d'une famille? Sa bonté était précisément hors jeu. Elle n'appartenait à aucun système, ou du moins, elle se situait à la limite d'une morale, évangélique par exemple. Je ne pourrais mieux la définir que par ce trait, parmi d'autres, qu'elle ne me fit jamais, de toute notre vie commune, une seule observation. Cette circonstance extrême et particulière, si abstraite par rapport à une image,
était présente cependant dans le visage qu'elle avait sur la photographie que je venais de retrouver. Pas une image juste, juste une image, dit Godard. Mais mon chagrin voulait une image juste. Une image qui fût à la fois justice et justesse. Juste une image, mais une image juste. Telle était pour moi la photographie du jardin d'hiver. Pour une fois, la photographie me donnait un sentiment aussi sûr que le souvenir, tel que l'éprouva Proust, lorsque, se baissant un jour pour se déchausser, il aperçut brusquement dans sa mémoire le visage de sa grand-mère véritable, dont, pour la première fois, je retrouvais dans un souvenir involontaire et complet la réalité vivante. L'obscur photographe de Chennevières-sur-Marne avait été le médiateur d'une vérité, à l'égal de Nadar, donnant de sa mère, ou de sa femme, on ne sait, l'une des plus belles photos au monde. Il avait produit une photo surérogatoire, qui tenait plus que ce que l'être technique de la photographie peut raisonnablement promettre. Ou encore, car je cherche à dire cette vérité, cette photographie du jardin d'hiver était pour moi comme la dernière musique qu'écrivit Schumann avant de sombrer, ce premier chant de l'aube qui s'accorde à la fois à l'être de ma mère et au chagrin que j'ai de sa mort. Je ne pourrais dire cet accord que par une suite infinie d'adjectifs. J'en fais l'économie, persuadé cependant que cette photographie rassemblait tous les prédicats possibles dont se constituait l'être de ma mère et dont, inversement, la suppression ou l'altération partielle m'avait renvoyé aux photos d'elle qui m'avaient laissé insatisfait. Ces photos-là, que la phénoménologie appellerait des objets quelconques, n'étaient qu'analogiques, suscitant seulement son identité, non sa vérité. Mais la photographie du jardin d'hiver, elle, était bien essentielle. Elle accomplissait pour moi, utopiquement, la science impossible de l'être unique. Je ne pouvais non plus omettre de ma réflexion ceci, que j'avais découvert cette photo en remontant le temps. Les Grecs entraient dans la mort à reculons. Ce qu'ils avaient devant eux, c'était leur passé. Ainsi ai-je remonté une vie, non la mienne, mais celle de qui j'aimais. Parti de sa dernière image, prise l'été avant sa mort, si lasse, si noble, assise devant la porte de notre maison entourée de mes amis, je suis arrivé, remontant 3/4 de siècle, à l'image d'une enfant. Je regarde intensément vers le souverain bien de l'enfance, de la mère enfant. Certes, je la perdais alors 2 fois, dans sa fatigue finale et dans sa première photo, pour moi la dernière. Mais c'est alors aussi que tout basculait et que je la retrouvais enfin telle qu'en elle-même. Ce mouvement de la photo, de l'ordre des photos, je l'ai vécu dans la réalité. À la fin de sa vie, peu de temps avant le moment où j'ai regardé ses photographies et découvert la photo du jardin d'hiver, ma mère était faible, très faible. Je vivais dans sa faiblesse. Il m'était impossible de participer à un monde de force, de sortir le soir. Toute mondanité me faisait horreur. Pendant sa maladie, je la soignais, lui tendais le bol de thé qu'elle aimait parce qu'elle pouvait y boire plus commodément que dans une tasse. Elle était devenue ma petite fille, rejoignant pour moi l'enfant essentiel qu'elle était sur sa première photo. Chez Brecht, par un renversement que j'admirais autrefois beaucoup, c'est le fils qui éduque, politiquement, la mère. Pourtant, ma mère, je ne l'ai jamais éduquée, convertie à quoi que ce soit. En un sens, je ne lui ai jamais parlé, je n'ai jamais discouru devant elle, pour elle. Nous pensions, sans nous le dire, que l'insignifiance légère du langage, la suspension des images, devait être l'espace même de l'amour, sa musique. Elle, si forte, qui était ma loi intérieure, je la vivais pour finir comme mon enfant féminin. Je résolvais ainsi, à ma manière, la mort. Si, comme l'ont dit tant de philosophes, la mort est la dure victoire de l'espèce, si le particulier meurt pour la satisfaction de l'universel, si après s'être reproduit comme autre que lui-même, l'individu meurt, s'étant ainsi nié et dépassé, moi qui n'avais pas procréé, j'avais, dans sa maladie même, engendré ma mère. Elle morte, je n'avais plus aucune raison de m'accorder à la marche du vivant supérieur, l'espèce.
ma particularité ne pourrait jamais plus s'universaliser, sinon utopiquement par l'écriture, dont le projet dès lors devait devenir l'unique but de ma vie. Je ne pouvais plus qu'attendre ma mort totale. Un dialectique. Voilà ce que je lisais dans la photographie du jardin d'hiver. Ah oui. Merci beaucoup, Daniel Mesguich. C'était une magnifique conclusion de notre colloque après ce report de 2 mois. J'évoquais tout à l'heure ce moment que cherchait Roland Barthes, celui de la force de l'évidence, où il n'y a plus rien à dire. Et je crois que vous nous avez conduit à ce moment où c'est celui de l'admiration pour une œuvre dont on a entendu que, comme je l'ai souvent soutenu, c'était bien un roman. Barthes, avec cette œuvre, est arrivé à une grande œuvre littéraire qui a toute la profondeur du roman. Vous nous l'avez parfaitement montré en nous le faisant entendre. Merci. Donc. Nous allons donc conclure cette journée rapportée. Nous sommes tous les trois, Éric, Philippe et moi, très heureux d'avoir maintenu le cap et prolongé ce colloque malheureusement, mais malheureusement, nous étions un tout petit épisode dans cette tragédie du mois de novembre, tout petit détail, mais je crois qu'il fallait poursuivre. Je vous remercie donc, je remercie beaucoup les intervenants qui sont venus, on l'a rappelé, de loin, par solidarité. Je remercie les auditeurs qui sont venus dans ce samedi de janvier. Je voudrais aussi vous signaler que la première journée est disponible sur le site du Collège de France. Vous pouvez écouter toutes les communications du vendredi 13 novembre sur le site. Vous pouvez aussi écouter des petits entretiens qui ont été faits avec la plupart des intervenants. Nous en avons raté quelques-uns puisque nous ne sommes pas réunis le samedi 14 novembre, mais nous avons de nouveau fait ces entretiens avec les intervenants aujourd'hui. Donc vous trouverez bientôt sur le site également la seconde journée et ces petits entretiens avec les intervenants. Bon, je voudrais remercier Alexandre de Vitry qui a tout fait pour l'organisation de ce colloque. Et je voudrais remercier l'équipe du Collège de France qui, comme toujours, est parfaite dans la technique et le soutien de ces journées. Et je vous remercie tous avant de nous séparer.